Les années 80 ont été une grande décennie pour le cinéma. C'était clairement la décennie de tous les possibles en fait, de Retour vers le futur à Blade Runner, de Scarface à Indiana Jones. Enfin, c'était vraiment une décennie remplie de films cultes et des films qu'on s'arrachait tous dans les vidéoclubs, on s'en souvient. Même si, vous le savez, moi je suis quand même plutôt de la génération 90. C'est plutôt de la génération 90 que provient la base de ma cinéphilie, mais en fait, je suis quand même de cette génération vidéoclub, et des vidéoclubs qui savaient nous offrir des espèces de petits chemins détournés, des petites merveilles qui, elles, n'avaient pas réussi à devenir des classiques, mais qui n'ont rien à envier aux grands films cultes de leur époque, juste elles n'ont pas eu la chance de rentrer dans l'histoire, quoi. Et ce format, c'est un hommage à ces films-là, ces films moins connus, mais qui méritent d'être découverts ou redécouverts. Du coup, je sais que vous adorez tout ce qui est plongé dans les années 80, je vous ai trouvé 5 films que j'ai absolument envie de réhabiliter. C'est parti pour ces trésors cachés des années 80. Mais juste avant d'aller plus loin dans cette plongée au cœur des années 80, je voulais vous parler du sponsor de cette chaîne, le sponsor historique, c'est nos amis de YFood, qui sont là depuis des années, hein, mais vraiment, enfin, ils sont là depuis qu'on était à peine 10 000, je pense. Ils me font hyper confiance et ils nous régalent à chaque fois avec des offres exclusives aux abonnés d'Intercut. Et vu que j'adore leurs produits, mais vraiment premier degré, je les adore, c'est toujours un régal de vous les présenter. En gros, YFood, c'est des boissons équilibrées, rassasiantes, riches en fibres, protéines, minéraux, et avec des goûts hyper variés, mais toujours des goûts un peu coquins. Sans que ces goûts ne changent le Nutri-Score, hein. T'es toujours Nutri-Score A, t'auras toujours une composition équilibrée, mais je veux dire, tu vas quand même pouvoir te régaler avec des goûts genre café glacé, chocolat, brownies, etc. Et franchement, ouais, il y en a pour tous les goûts, hein, que ce soit en bouteille ou en bar, et pour allier à ce point équilibre et gourmandise, franchement, ils sont hyper forts. Et c'est aussi pour ça que moi, je suis franchement ravi de bosser avec eux. Franchement, je kiffe leurs produits, moi-même, si mes potes ne sont pas mes potes simplement parce que je les régale en YFood parce qu'ils m'envoient des colis. Je suis un gros consommateur et je sais que vous aussi, j'ai reçu pas mal de retours suite à quelques sponsors. Franchement, c'est un régal de vous les présenter à chaque vidéo. Et pour découvrir tous leurs produits de la manière la plus économique et la plus pratique possible, moi, je serais vous, je me jetterais sur le pack variété, bar ou bouteille, puisqu'il concentre 6 goûts différents. Mais s'il y a aussi un goût que vous préférez particulièrement, genre moi, j'adore le café glacé par exemple, bah vous pouvez choisir un goût spécifique et vous le faire livrer en pack, comme ça vous avez 6 bouteilles, vous avez de la marque. C'est vraiment comme vous voulez, mais voilà, toujours pareil, gain de temps, produit excellent, et j'ai le traditionnel code promo Intercut YouTube qui va vous mettre 10% sur votre commande, sinon vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien en description. C'est un gros soutien à la chaîne qui m'a fait confiance hyper tôt, qui nous régale avec ses offres exclusives, donc vraiment merci beaucoup à eux. Nous on se replonge dans la vidéo. Et je vais commencer avec une petite merveille de cinéma bis, et les gars, mais ce film, je l'ai découvert juste beaucoup trop tôt, quoi. C'était le gérant du vidéoclub de mon village qui avait réussi à me le glisser et j'avais réussi à échapper à la surveillance de ma mère, je sais pas comment. Mais du coup, j'avais vu ce film-là très jeune. Et les gars, j'en ai fait des cauchemars de fou. Et je l'ai retrouvé et je l'ai redécouvert pour cette chronique. Et vraiment, vous allez voir, hein, c'est tout ce que j'aime dans le cinéma de cette décennie, vraiment. Un petit film, trop oublié, qui s'appelle Brain Damage. Brain Damage, bon bah déjà c'est une jaquette qui t'annonce une grosse série Z bien grasse et pas folle, hein, clairement ce genre de jaquette ça annonce pas des miracles, ça annonce le genre de film à regarder entre potes quoi. Et parfois il y avait des petits tours de magie en fait, des films qui avaient une jaquette du style, et quand tu la lances avec une grosse soirée pizza et bière avec les copains, tu te retrouves devant un espèce d'ovni complètement dingo, qui a une liberté et une folie que t'imaginais même pas en fait, que tu ne soupçonnais même pas. Ce film-là, il fait partie de ces exceptions. Et en gros, on va suivre Brian, qui est un bonhomme un peu un loser, hein, qui va croiser le chemin d'une étrange créature parasite, un espèce de ver bizarre, tout bleu et un peu dégueulasse, appelé Elmer. Elmer va infecter Brian et va contrôler son cerveau par l'intermédiaire d'une étrange drogue hallucinogène. Et du coup, Brian va être dans un gros trip en fait. Sa vie va être douce, sa vie va être belle. Elmer va complètement le contrôler en lui offrant un espèce de paradis artificiel, et en échange de ce paradis, Brian a une mission. Il doit obtenir la nourriture qui est essentielle à la survie de ce parasite, des cerveaux humains. Voilà, alors les gars, je vous l'accorde, hein, on dirait quand même, ça ressemble beaucoup à un énième film d'horreur 80s,
un peu débilos, bah les amis, en fait, faut vous dire qu'on est plus proche d'un Eraserhead, en plus graphique même, et vous allez voir, c'est un film qui va vous prendre à contre-pied pas mal de fois. Hein. Hey Brian, why don't we go out tonight and get us some girls? Yeah, that's a swell idea. Let's go up to 33rd Street and get us some hookers. Get ourselves a car and pile them in. Boy, oh boy, I could eat 1,000,000 of them tonight. Parce que voilà, ce synopsis, ce postulat de départ, il va donner une vraie ambiance hyper malsaine et hyper crado qui va être accentuée par des décors, regardez ça quoi, enfin vraiment c'est des décors lugubres, gris, malfamés, et au milieu de ces décors on va avoir des effets spéciaux pratiques, déjà, une plus-value, mais ça on le sait. C'est vraiment une plus-value à chaque fois dans les années 80. Des effets spéciaux pratiques qui donnent lieu à des scènes franchement mémorables. Hein. Et vraiment, je vous le dis, hein, moi le moi gamin se souvient de séquences mais qu'il aurait jamais dû voir quoi. Et j'ai été un peu traumatisé par ce film. En le revoyant, je comprends un peu mieux pourquoi. C'est parce qu'il est pas tout... Enfin, il n'est pas vraiment dans l'excès en fait. Contrairement à Brain Dead ou Evil Dead, ici, le gore il est réaliste en fait. C'est très gore, hein, le gore est très présent, mais sans exagération. Et du coup, on est souvent assez fasciné par le réalisme et le jusqu'au boutisme des scènes gore, ce qui fait que j'avais pas cet échappatoire de me dire ouais là c'est beaucoup, c'est que du sang, c'est du ketchup. Non, là ça paraît vrai quoi. Et le récit de ce pauvre loser en plein trip qui est prêt à tuer littéralement pour une nouvelle dose, franchement, je trouve que dans le genre du bis horrifique 80s, les amis, c'est difficile hein, quand même de trouver un film qui soit plus dingue narrativement, pas forcément dingue graphiquement. En termes de mise en scène, c'est pas le film le plus fou que j'ai vu de ma vie, hein. Mais je veux dire, dans les idées, en fait. Chaque plan est une idée. Chaque virage narratif est surprenant. Et ouais, si on sent... On sent le manque de budget. Et limite, ça fait partie de ce genre de film. On sent le manque de budget dans une photographie qui est parfois un peu sous-éclairée, dans la mise en scène qui est pas la plus cadrée et maîtrisée du monde, hein, clairement. Mais je trouve que le film se rattrape quand même largement par sa générosité, sa folie et ses idées, quoi. Tout simplement. Franchement, j'en dis pas trop, mais c'est un film qui ne ressemble à aucun autre et que je vous conseille très très fort si les images que je vous ai balancées vous intriguent. Bon alors les gars, dites-moi, John Huston, est-ce que vous connaissez? C'est quand même un de mes cinéastes américains préférés, à l'origine de chefs-d'œuvre quoi. Je pense direct au Trésor de la Sierra Madre, à Moby Dick, au Faucon Maltais, enfin c'est pas n'importe qui hein tonton hein, et figurez-vous qu'au crépuscule de sa carrière, il a réalisé une bonne grosse parodie des films de mafieux avec Jack Nicholson et Kathleen Turner, un film qui s'appelle L'honneur des Principes. Jack Nicholson joue donc un espèce de mafioso qui tombe éperdument amoureux d'une femme mystérieuse, Irène, lors du mariage d'un de ses potes mafieux. Il la suit jusqu'en Californie et une espèce de succession de péripéties vont vite nous faire comprendre qu'elle aussi, elle a des activités de tueuse professionnelle. Et du coup, les deux amants vont se retrouver complètement plongés dans d'étranges aventures et quiproquos qui vont culminer lorsqu'ils vont s'apercevoir qu'en fait chacun est embauché pour tuer l'autre. Ça, c'est l'occasion pour John Huston de nous pondre un espèce de faux film noir et une vraie parodie de mafieux, mais ça, c'était 10 ans après la révolution Le Parrain. Et alors attention, je tiens à préciser, on n'est pas sur une de ces parodies débiles, gratuites. Enfin, on n'est pas sur un scary movie, hein, les gars. On est sur un film qui se moque ouvertement du côté hyper cérémonieux et précieux en quelque sorte de la mafia, qui est comparé quand même ici à des sacrés guignols, hein, on va pas se mentir. C'est un vrai film drôle, mais un film qui bénéficie d'un soin tout particulier dans l'écriture et dans la mise en scène. I can't get over it. I mean, what kind of creep wouldn't catch a baby? If it was real, it would have been crippled for life. Et j'aime beaucoup vraiment les personnages créés par John Huston. C'est des personnages hauts en couleur et où Jack Nicholson notamment apparaît finalement comme un espèce de sacré loser. Un loser caché derrière un faux code d'honneur. Un loser qui m'a presque rappelé son rôle de pervers un peu raté dans les sorcières d'Eastwick. Parce qu'en fait ici aussi, le gars il se rêve grand mais il est en fait complètement ridicule. Il est tout entier à la merci d'Irène qui largement mène la danse et qui le pousse dans une intrigue de
plus en plus folle, alambiquée, où les situations s'enchaînent vraiment à toute vitesse, hein. Et tout le monde s'amuse, tout est drôle. Franchement, tout est drôle par cette espèce d'hystérie collective qui semble s'être emparée du plateau, où Stone s'éclate à détourner les codes du film noir et les nouvelles normes instaurées dans le genre du film de mafieux par Francis Ford Coppola, et les acteurs s'éclatent à évoluer dans ce monde-là et en faire des caisses. Donc c'est un film drôle qui n'en oublie pas pour autant le suspense et le spectaculaire, hein, notamment dans une fin et même un troisième acte que je trouve hyper réussi. Et si John Huston a fait plus grand, oui, il a fait plus grand, c'est sûr, mais dans le genre petite délice du dimanche soir et petite parodie qui fonctionne, je trouve parfaitement, bah c'est complètement le film qu'il vous faut. Charlie, forget doctors. Better yet, let's play doctor. On a phone? Dr. Bartana, I have this itch. Bon alors le troisième film les amis, c'est mon petit plaisir à moi. Là les gars, on est dans les années 80, je vais vous foutre dans les années 80 mais la tête la première. C'est mon ticket direct pour les 80s, c'est ma VHS d'enfance. C'est vraiment des souvenirs personnels que je voulais placer là. Et vraiment c'est mon petit bonbon quoi. Si je vous parle du Louis gamin, bah les gars je suis obligé de vous parler de Golden Child, l'enfant sacré du Tibet. Et vraiment, c'est l'un des films qui est le plus marqué par la décennie et par sa décennie pour moi. Vraiment, c'est le film qui suinte les années 80 par tous les bords. C'est l'un de mes films de jeunesse avec Dingo et Max 2. Vous vous souvenez de Dingo et Max 2? Quelle dinguerie, mais bref, c'est pas le sujet. Mais quelle dinguerie. Et ici, on va suivre Eddie Murphy, qui est alors vraiment l'acteur le plus puissant d'Hollywood, hein, les gars. Il est au top de sa gloire quand il joue dans ce film. Et il est ici un espèce de détective privé spécialisé dans le kidnapping d'enfants. Et notre détective va être contacté par une secte tibétaine pour retrouver ce que cette secte pense être leur nouveau messie et qui a été kidnappé par l'horrible Tywin Lannister. Parce que oui, hein, ce méchant qui surjoue, c'est bien Charles Dance qui joue Tywin Lannister dans Game of Thrones. Et j'adorais ce film. Et je l'ai revu là, et les gars, même plaisir quoi. Alors oui, c'est pas parfait, mais croyez-moi, hein, ce mélange d'exotisme, d'aventure, d'effets spéciaux, cette espèce de James Bond / Indiana Jones qui est interprété dans un espèce de surjeu permanent, et cette espèce de tout pour le divertissement, bah les gars, moi ça a vraiment fait mouche dans mon cœur d'enfant. Hein. Remember, stay on the path. I heard you the first time. Let's just hope the path stays under me. Alors attention, je précise, il faut pas être allergique à Eddie Murphy. 90% du film, les gars, c'est Eddie Murphy. Mais je trouve qu'il porte assez bien le film. En fait, je trouve que l'univers du film s'y prête assez. Et vous allez voir, bon, alors je sais que ça va râler, qu'on va encore dire que je suis le pire, qu'on va encore m'insulter dans les commentaires. Mais je trouve que le surjeu de Eddie Murphy ici est bien plus tolérable qu'un surjeu d'un quelconque Jim Carrey par exemple. En tout cas, je tolère 1000 fois plus le surjeu de Eddie Murphy que Jim Carrey dans Ace Ventura, mais bref, je vais me faire défoncer pour cette petite anecdote. Et ici, on a droit à une espèce de pure série B d'aventure qui est assez perchée, qui a un scénario très simple. Hein. Vraiment, tu vas d'un point A à un point B, c'est hyper simple, mais c'est rythmé, très rythmé même. En vrai, on n'a quand même jamais le temps de souffler, on va pas se mentir. Quand c'est pas une réplique qui nous fait rire, c'est une situation qui va dans l'over the top, hyper assumé, ou alors c'est un décor censé représenter le Tibet, mais complètement en carton-pâte et qui sent hyper bon l'artisanal made in 80s, et moi j'adore. Alors, oui, c'est pas du grand art, ouais, c'est pas du Mozart dans la mise en scène, mais voilà, moi, tant que je retrouve cette espèce de souffle d'aventure hyper plaisant et très agréable à suivre, tant que j'y retrouve cette espèce d'aspect suffisamment déglingo pour me satisfaire encore aujourd'hui, et oui, j'ai bien utilisé l'adjectif déglingo au premier degré, tant que j'y retrouve ces effets spéciaux old school, ces couleurs hyper flashy, ces séquences d'aventure pas toujours justifiées, mais toujours bienvenues, en vrai, et ben je me dis que j'aurais pu tomber plus mal comme film d'enfance, franchement. Je me devais de le placer là, c'est le petit plaisir coupable de cette sélection. My dear sweet brother Noopsy. I can see you're busy right now. Come back some other time. Le quatrième film, je comprends pas qu'il soit pas plus connu. Il a même pas 100 notes sur Metacritic. Clairement, on en parle beaucoup trop peu de ce film, alors qu'il avait tout pour réussir. Parce que 8 millions de dollars, une BO avec Lou Reed, Iggy Pop, Earth, Wind and Fire, un scénario hyper perché, clairement tout y était. Je dois absolument réhabiliter Rock and Roll.
Et le concept est absolument génial. Et vous rappellera d'ailleurs sans doute un certain Métal Hurlant, hein. Ça se passe dans un futur apocalyptique, où les êtres humains ont purement et simplement disparu, et ont été remplacés par les animaux. Et on suit la star d'un groupe de punk un peu déprimé, qui est sans succès mais qui est talentueuse, hein, et qui est doublée par la chanteuse du groupe Blondie, soit dit en passant, qui se fait enlever par une superstar mondiale du rock, qui cherche à se servir d'elle et de sa voix angélique pour ouvrir les portes d'une toute nouvelle dimension. Rien que ça, grosse guitare, drogue, sexe, rock'n'roll, tout y est en fait, tout se retrouve dans cette espèce de film d'animation complètement ovni, qui déploie un univers qui est clairement la grande force, la force numéro 1, entre science-fiction et post-apo, et si on peut regretter une histoire, alors une histoire, hein, pas un scénario, mais une histoire qui est un peu manichéenne, je trouve quand même que Rock'n'Roll a franchement des sacrées qualités à faire valoir, quoi. Il vous surprendra pas par son récit, qui est un récit assez classique, comme je l'ai dit, hein, c'est le sauvetage d'une demoiselle en détresse, quoi. Mais il apporte une belle plus-value au niveau de l'ambiance, parce que c'est un film qui a quand même une espèce d'étrangeté assez bienvenue, assez complexe, un film où les scènes morbides et assez adultes côtoient un ton qui est parfois volontairement assez naïf et assez enfantin en fait, complètement à l'image de son héroïne principale. Ce qui est un parti pris que j'aime bien, qui rend le film parfois un peu moins brut qu'un Métal Hurlant, et qui le rend parfois un peu plus grand public, en tout cas qui le rend plus facile d'accès, sans transiger non plus sur la qualité. Mais c'est un film qui est en tout cas beaucoup moins adulte, en tout cas destiné aux adultes que Métal Hurlant, je trouve. Et si j'aurais aimé, peut-être un peu plus de folie narrative, bah moi je me lasserais jamais de ces séquences musicales et de cet apocalypse dont on ne sait rien en fait, on ne sait pas d'où il sort. Je me lasserais jamais de ces scènes qui suivent des codes et une logique qui peuvent parfois nous échapper, mais qui, mine de rien, enrichissent vraiment l'univers. C'est pas le film d'animation le plus spectaculaire, hein, techniquement, mais c'est quand même un film à voir absolument pour tous les fans de rock. Clairement, ça c'est la plus-value. Je pensais franchement qu'il était plus connu que ça, et je suis ravi d'en parler dans cette vidéo. Et pour finir, bon, vous me connaissez, hein, il fallait bien que je cale un petit film français. Et j'ai une sacrée pépite, hein. Pour clore cette vidéo, vraiment j'ai une belle pépite. Un film qui va peut-être parler à certains d'entre vous, qui se rappelleront des dialogues d'un certain Audiard. Ce film s'appelle Pile ou Face, et je trouve que c'est quand même une belle petite merveille d'écriture, hein. Un film noir, un film d'enquête sur une confrontation assez spectaculaire et que j'aime beaucoup entre deux hommes, je vous explique. Ça se passe à Bordeaux et on va suivre l'inspecteur Baroni qui enquête sur la mort mystérieuse d'une femme tombée par accident par la fenêtre de son immeuble. Le truc c'est que ce flic, il en est persuadé. Le tueur, c'est le mari. Alors du coup, l'inspecteur va peu à peu rentrer dans la vie du nouveau veuf et va en fait presque le harceler, va s'acharner sur lui pour lui soutirer la vérité en se faisant pote avec lui, avec des méthodes qui sont franchement assez limites, et ça va donner un vrai film avec des répliques assez cinglantes, un duel entre un homme qui n'a vraiment aucune preuve et un pauvre ex-mari qui nous semble on ne peut plus innocent en fait. Et ça donne un excellent polar à la française. Un film qui va jusqu'au bout de son concept et qui va largement vous tenir en haleine, hein. Franchement, du début à la fin, il y a une gestion du suspense qui est assez spectaculaire et qui n'a rien à envier au grand polar américain. Et voilà, il y a quand même une science de l'écriture qui est la plus-value du film. Ferme la porte, chérie, veux-tu ? C'est ambigu, c'est même parfois assez cruel, hein, puisque ce film qui joue avec ce qu'il pense être le bourreau, mais qui pourrait en fait bien être une victime, bah ce flic va user de stratagèmes pas forcément moraux, et alors il y a comme souvent avec Audiard des seconds rôles, et des seconds rôles qui ont de la place, hein, et qui ont des répliques assez savoureuses, mais je veux dire en vrai, les gars, en fait tout tourne autour de cet affrontement, tout tourne autour de ce duel implicite entre Michel Serrault et Noiret, et un affrontement qui va au révers, enfin vraiment vous allez avoir quelques surprises, je vous raconte rien, mais ça
ça vous réserve quelques surprises, avec notamment un dénouement que je trouve très malin. Je trouve même que c'est finalement un choix assez payant de jouer sur une mise en scène propre, léchée, de jouer sur une photographie travaillée, mais assez naturaliste finalement, pour en fait laisser la part belle au combat psychologique entre les deux hommes. Non, vraiment, c'est un grand polar des années 80. Je vois très peu de gens en parler, et c'est dommage parce que je trouve vraiment qu'il vaut le coup, et je voulais clore cette vidéo avec ce film. Voilà les amis, n'oubliez pas pour découvrir d'autres pépites que mon livre est dispo dans toutes les librairies et que c'est le cadeau de Noël idéal. Franchement, on en est hyper fiers, mon éditeur et moi. On a un petit Tipeee qui me permet de faire vivre la chaîne et de sortir 2 vidéos par semaine. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de ne rien rater. On a aussi un petit Insta pour me suivre au quotidien. Tous les liens sont dans la description. La prochaine vidéo arrive dans quelques jours les amis. Petite cloche pour être sûr de ne rien rater. On se retrouve très bientôt. Ciao à tous, bisous.